cette émission, elle va fêter le 8 mars sa première année. Et s'il y a un an, on m'avait dit que dès la première année, il y aurait sur mon plateau un membre, ou je pourrais le dire à la féminine universelle, une membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, enfin, je ne sais, on peut mettre des femmes en première. Voilà. Oui. Eh ben, je l'aurais pas cru. Voilà, je suis vraiment honorée par votre présence et très impressionnée. Oh. Voilà, oui. Ben, si, autant le dire. Alors, sa citation préférée, c'est « Le pouvoir, c'est la liberté ». Et la liberté de choisir et la liberté, c'est aussi le partage. Correct. Oui, tout à fait, oui. Vous avez trouvé cette citation-là, en effet. Et oui, il paraît que je cherche bien. Donc, je trouve, comparé aux scientifiques qui cherchent, on ne sait pas, ils sont chercheurs. Alors, ou chercheuses, attention. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que le sexisme? Alors, peut-être on peut mettre une petite... Ouais. Attends, j'entends rien. Oui. Ah. Eh oui, c'est en direct. Hein, mais qu'est-ce que c'est que le sexisme, Catherine? Alors c'est vrai, oui, vous avez mis là, le jingle géré du procès contre le sexisme. Vous avez parlé du Haut Conseil, mais je voudrais d'abord parler, c'est vrai, de ce collectif absolument extraordinaire qui s'est constitué il y a maintenant plus de 6 ans, avec à la suite, dans le sillage, je dirais, d'une campagne qui avait été lancée par Laurence Rossignol, quand elle était alors ministre en charge des droits des femmes. Et elle avait eu l'intelligence et l'idée, l'originalité de réunir en fait des associations qui venaient de bords très différents, de secteurs très, très, très différents, à la fois des réseaux professionnels, des réseaux de femmes ingénieurs, des réseaux en charge de l'égalité dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, des associations comme la Fondation des femmes, vraiment sur les droits des femmes, la lutte contre les violences. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble. On a accompagné cette campagne qui s'appelait Sexisme, pas notre genre, pour montrer que le sexisme, en fait, était à la base de toutes les inégalités. Et à l'issue de cette première campagne, on a appris à travailler ensemble, même si on venait d'horizons très divers. Bravo. Et en fait, on a dit, mais on va continuer et on va créer la journée nationale contre le sexisme. Avec l'idée de chaque fois analyser quels sont les mécanismes du sexisme, quels sont les obstacles, quelles sont les résistances et comment faire en sorte qu'on puisse créer un environnement et une culture dans lequel les hommes et les femmes se sentent bien, dans lequel notamment les femmes, parce que vous avez vu le baromètre qui est sorti justement là par le Haut Conseil, le rapport du sexisme, où en fait ce sont surtout les femmes qui souffrent de ce sexisme, même s'il y a quelques hommes qui peuvent dire qu'ils en souffrent, mais enfin c'est quand même une majorité de femmes qui sont en fait définies par leur genre et où en fait la perception de ce qu'elles vont faire est obligatoirement remise en question, tout ça parce qu'elles sont femmes et qu'elles ont une certaine attitude, etc. Et donc c'est une entrave à la liberté et on a décidé de continuer à travailler ensemble et à faire un événement chaque année qu'on a baptisé la Journée nationale contre le sexisme. Elle n'était pas encore officielle et nous avons donc au fil des années travaillé sur les violences économiques, sur le rôle des hommes, sur un certain nombre de sujets, mais chaque fois en se disant c'est le sexisme qui est à la base de tout et c'est le lit de toutes les violences et de toutes les inégalités. Et cette année, on a décidé de faire le procès du sexisme, donc on a mis en accusation le sexisme et nous avons un vrai procès. Donc alors certes c'est un procès fictif, nous avions des rôles mais de juges, de procureurs, avocates, nous avions choisi différents thèmes. Le premier thème c'était le sexisme tue-t-il le talent et à partir de là avec notamment des témoignages de comédiennes où qui sont on a un groupe formidable d'actrices, d'autrices qui font partie
d'une association qui s'appelle le Tunnel des 50. Vous savez, les actrices, à partir de 50 ans, elles sont invisibles. Déjà, elles sont invisibles assez souvent, les femmes. Alors là, à partir de 50 ans, elles s'évaporent complètement. Donc là, qui a travaillé sur vraiment la question je dirais, des femmes et de leur présence là, sur le plan artistique. Un deuxième sujet, deuxième procès, c'était est-ce que les hommes, ils sont actifs dans la lutte contre le sexisme ou pas? Et là, on se rend compte qu'en effet, il y a beaucoup de travail. Et puis, le troisième sujet, c'était le sexisme dans les institutions, et à la fois dans la fonction publique, en politique et dans les entreprises. Et chaque fois, en fait, ce qui est intéressant intellectuellement, c'est que nous avons fait une plaidoirie et un réquisitoire, et dont nous avions des avocates qui défendaient le sexisme. Alors, ce qui en fait nous amène à trouver toute une argumentation pour dire, par exemple, on veut mettre en place des quotas dans les entreprises. Pourquoi? Pour faciliter, je dirais, à un moment donné, justement, l'accès des femmes à un certain nombre de postes, parce qu'autrement, la cooptation se fait contre les hommes qui ont du mal à partager le pouvoir. Et en fait, nous avions en effet l'avocat qui disait, mais écoutez, les quotas, bon, c'est tout à fait même une dépréciation pour les femmes, etc. Donc en fait, ça permet intellectuellement de réfléchir à notre argumentaire, et en même temps d'avoir beaucoup d'humour. Et là, c'est vrai que si j'ai l'humoriste à côté, nous avons la chance d'avoir en effet des plumes, parce que finalement, on sait que par l'humour, on peut arriver à faire passer beaucoup de choses. Et du coup, nous avons fait ce procès. Donc, on a réuni presque 1000 personnes, à la fois en présentiel et en distanciel. Et on a annoncé, nous avons eu la chance d'avoir une réunion le matin avec le Haut Conseil à l'égalité, donc entre les femmes et les hommes, présidé par Sylvie Pierre Brossolette, qui donc publié ce rapport sur le sexisme, ce baromètre, et qui a été remis au président de la République. Et parmi les recommandations, il y avait la journée nationale. Et donc, le président de la République, le 25 janvier, a décrété la journée nationale donc contre le sexisme. Ce qui veut dire que, au-delà du symbole, de dire c'est facile, on va décréter une journée. Nous, on se battait sur cette question-là depuis 6 ans. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on est un collectif, on est déjà 40 associations, on peut faire du bruit, les médias en parlent, mais il faut aller plus loin, il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les communes, il faut aller sur tous les territoires français, il faut que justement tous les médias puissent s'en emparer. Et quand c'est une journée nationale, vous voyez le 8 mars, tout le monde fait quelque chose sur les droits des femmes. Le 25 novembre, quand même, contre les violences sexuelles et sexistes. Et on a choisi le 25 janvier parce que c'est entre les deux. Et ça permet de continuer, je dirais, à travailler, et surtout de travailler sur vraiment la base qui est le sexisme. Mais alors, c'est quoi la définition du sexisme? Je dirais, c'est de alors la définition, si on regarde dans le dictionnaire, c'est d'appréhender une personne à partir de son sexe. Et donc, on va définir une personne à partir de son sexe. Donc ça, déjà, obligatoirement, ça va orienter, parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, on a telle ou telle réaction. Et du coup, c'est un enjeu après de stéréotypes qui se développent, et qui vraiment le sexisme est vraiment le lit de tous ces stéréotypes qui en effet définissent une personne, un être humain, en fonction de son genre, en fonction de son sexe. Ça, c'est, je dirais, la définition littérale. Comment sait-on qu'on est victime de sexisme? De toute façon, quand on demande, je dirais, quand on demande en public ou en privé, est-ce que vous avez un jour été victime de sexisme? Tout le monde a été victime de sexisme. Alors heureusement, tout le monde n'a pas été victime d'une violence de type viol. Tout le monde, mais il y a quand même énormément de femmes qui l'ont été. Il y a énormément de femmes qui ont en effet dans le baromètre indiquent qu'elles ont par exemple plus de 30% de femmes. On dit qu'elles ont fait un acte sexuel en étant contraints. Donc même évidemment sur le plan conjugal. Donc en fait le sexisme il démarre au tout début, peut-être à la maternelle, quand les petits garçons ils poussent les filles en disant non, moi j'ai envie de jouer au ballon et puis toi tu vas jouer à autre chose. Ça démarre là. Et demain, je vous dis, je vais au lycée espagnol, invité par l'une des membres du collectif, parce qu'ils ont fait une collecte, et son fils, c'est Elisabeth Richard en l'occurrence, et son fils a fait une collecte pour donner justement au collectif contre le sexisme. Et donc, je vais m'adresser à des garçons qui sont en 5e pour leur parler du sexisme. Alors, je n'ai pas trop l'habitude, mais c'est vrai que, je veux dire que c'est à chaque étape, il y a ces manifestations du sexisme qui sont parfois des biais inconscients. Quand, je ne sais pas, on va offrir à un petit garçon justement une voiture plutôt qu'une dinette. On a déjà un biais sexiste. D'accord. Et alors, est-ce que
du coup, les blagues sexistes... Ah ben c'est le début. En fait, ce qu'il y a, c'est un continuum, et c'est ce qui apparaît, qui est très net, c'est que le sexisme, en fait, on dit le sexisme ordinaire, invisible. Enfin, c'est les premières manifestations peuvent obligatoirement entamer la confiance en soi aussi. Donc, faut dire que c'est la blague de la machine à café, ou les blagues du genre ah bah tiens, tu es bien habillé aujourd'hui. Bah, est-ce qu'on va dire ça? Enfin non, ah bah tiens, tu es bien aujourd'hui. On se rappelle, par exemple, c'était la ministre de l'écologie qui était venue en jupe et qui avait. Est-ce que ça, quand on la siffle pour lui dire qu'elle a une belle robe ou que c'est chouette quand elle est en jupe, c'est. C'est-à-dire que obligatoirement, oui, c'est sexiste parce qu'on s'intéresse pas à ce qu'elle va dire. Ou à ce qu'elle va faire, mais on s'intéresse à son apparence. En fait, c'est ça le sexisme. Ramener quelqu'un à son apparence. C'est de ramener une personne, quand on va avoir une communication avec cette personne-là, c'est finalement de la juger là, il y en a beaucoup, en fonction de son apparence et donc de son sexe. Et donc, c'est ça le début du sexisme. Alors, c'est vrai qu'après, on peut dire, ben non, c'est pas grave, mais en fait, ça peut démarrer comme ça. Et après, ça peut être grave. Parce que finalement, c'est un continuum. Et quand on se permet des réflexions qui sont justement sur le genre, sur le sexe, finalement, après, vous savez, les frontières, elles reculent. Et après, on a justement un comportement qui est non approprié. Alors, est-ce que les hommes aussi peuvent être victimes de remarques sexistes? Oui, alors je pense que les hommes, quand ils sont enfermés dans leur rôle, justement, du mâle dominant, et qui n'ont pas du tout envie de jouer ce rôle de mâle dominant, ils peuvent en effet se dire qu'ils peuvent être accusés, disons victimes, plutôt pas accusés, mais victimes de sexisme. Je crois que le sexisme est malheureusement universel, mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est plutôt les femmes qui en souffrent, parce qu'aussi, elles sont plutôt le plus souvent en position, je dirais, de faiblesse, et c'est ça le problème, c'est toujours une question de pouvoir, que ce soit dans les entreprises, dans un certain nombre de milieux, et du coup, le sexisme va être finalement une arme qui sera dirigée contre elles, parce qu'elles sont rabaissées en fonction de leur sexe. D'accord. L'homme, il sera peut-être plutôt cantonné dans un rôle, peut-être qu'il n'est pas celui qu'il veut jouer. Et est-ce que c'est du sexisme ou pas? C'est plutôt, disons, une vision un peu stéréotypée, en fait, du rôle masculin. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre sexisme et violence intrafamiliale Ah bah oui, de toute façon, le sexisme, comme je vous disais, c'est un continuum. Ça peut démarrer avec des réflexions sur l'apparence. Et puis après, ça va être un peu de dénigrement. Et puis, vous savez, il y a vous connaissez, j'imagine, le violentomètre. Alors, peut-être que les gens ne connaissent pas. Je sais pas, ce serait bien peut-être que vous passiez le violentomètre. Parce que c'est vrai que c'est un outil formidable et dont fait par la Fédération Solidarité qui en fait fait partie du collectif. Donc il faut appeler 3919 quand il y a en effet une violence, on est victime de violence. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça le violentomètre. Et en fait, ça permet de voir que c'est vrai, dès le début, c'est le sexisme qui va finalement inciter des réflexions et après une sorte de dénigrement de la personnalité, de l'invisibilité, et à partir de là qui peut aller évidemment jusqu'aux violences physiques. Les violences physiques, évidemment, c'est la partie, là, c'est quand on arrive sur le orange ou le rouge, il faut vraiment appeler 3919. Tu peux nous le remettre, Erwan, s'il te plaît? Ah, pardon. Bon, alors sinon, parce que j'allais te demander entre-temps de nous faire un petit passage avec Lucille. Les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc 99% des auteurs de viol, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, 86% des auteurs d'homicides, 84% des auteurs d'accidents. Bon, et alors Oui, vous voyez ce que dit Lucille Pétavin, qui était l'une de nos témoins, en effet, au procès du sexisme. En effet, ce sont quand même plutôt les femmes, on va dire, qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors, Nego est arrivé, donc peut-être qu'on peut ouvrir le plateau. Bonsoir. Voilà, elle accepte de se filmer. Bonsoir à tous, mesdames. Bonsoir. Et on va Véronica. Bonsoir, Merci Nego. Armada et Véronica de nous recevoir une seconde fois et de nous laisser la parole. Et là, c'est la première fois qu'on te reçoit en vrai. Oui, en vrai. Ah oui, in vivo veritas. Alors, on va continuer l'interview avec Catherine. Parce que, alors, Catherine, comment dire qu'est-ce que c'est que ce CV? Alors, j'ai commencé à lire, je dis, oula, mais... Donc, une littéraire d'abord. Oui, c'est vrai. J'ai fait de la philosophie. Je trouve que c'est philosophie, les lettres. Et c'est une très bonne formation pour après, justement, faire plein de choses différentes.
D'accord, ça ouvre. Donc, ça ouvre. Et puis, c'est la capacité, en fait, de poser des questions. D'accord. Alors, j'ai remarqué que dans ce CV, il y a quand même beaucoup de déplacements à l'étranger. Oui. Alors, pourquoi ? Je dirais, c'est vrai, quand on regarde maintenant, en effet, je viens de prendre ma retraite, et donc c'est pour ça que je suis engagée complètement dans les associations, mais de façon, dans une certaine continuité, en fait, avec tout ce que j'ai fait. J'ai eu la chance, je pense, moi je suis marseillaise d'origine, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, et puis après je suis partie en Afrique, et donc c'est dans un premier, et cela, ça a été, je dirais, peut-être tout d'un coup la découverte d'autres cultures, le goût de l'international, le goût de travailler avec des personnes qui sont très différentes de moi, et donc ça m'a mis le pied, je dirais, sur en effet un travail plutôt si le fil rouge c'est plutôt l'international, et du coup j'ai travaillé dans une organisation non gouvernementale au début, donc au niveau universitaire, et puis après j'ai embrassé le métier de la communication, et la communication c'est un métier dans les grandes entreprises, donc c'est vrai, là je suis passée plutôt dans le privé et dans des entreprises de la tech, puisque c'est là quand même que en France et à l'étranger. Puis j'ai vécu aussi, et ça c'est important, je veux le dire pour les jeunes générations, j'ai 3 filles et je me suis arrêtée de travailler pendant 6 ans. J'ai pris 6 ans de congé parental. Wow. J'ai accompagné mon mari qui était conseiller culturel au Caire au Mexique, et je trouve que ça a été très enrichissant, et je dirais dans ma carrière en tant que telle, je crois que quand on peut le faire, il faut le faire, parce que finalement ce sont des expériences diverses qui s'accumulent, et je dirais même un trou dans un CV, c'est vraiment pas un problème. Aujourd'hui, les carrières ne sont plus linéaires, et on peut recommencer. Donc j'ai recommencé ma carrière donc en rentrant dans des entreprises américaines et après chinoises. American Express, IBM, Lenovo. Et Lenovo, oui, Lenovo, qui est une entreprise d'origine chinoise et qui a été en fait qui est née de l'acquisition de la division micro-informatique d'IBM. Et ça a été 15 ans d'expérience assez formidable, justement, de culture aussi, entre une origine chinoise, un réseau international, et surtout la diversité était un peu l'ADN de l'entreprise. Donc je me suis beaucoup occupée de diversité, j'étais le sponsor de cette initiative-là au sein de l'entreprise, et notamment des questions aussi de la féminisation de la tech, parce que ça c'est quand même, c'est le sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant 20 ans. J'ai créé un réseau qui regroupe des réseaux dans les entreprises de technologie et scientifiques, le Cercle Interrel. Et c'est par ce biais-là que je suis rentrée sur les droits des femmes, finalement. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans un collectif où il y a les militantes féministes de base qui arpentent le pavé depuis longtemps. Et moi, je reconnais que moi, j'étais dans le milieu professionnel où on faisait beaucoup d'actions pour attirer les femmes dans ce milieu et créer une culture qui leur donne envie de rester, parce que c'était dominé par les hommes, avec énormément d'hommes, et vous savez, dans les entreprises de technologie scientifique, il n'y a que 30% de femmes, je dirais. Donc, de toute façon, on est toujours en déséquilibre. Mais à partir de là, finalement, on retrouve, et vous me rappelez votre question sur est-ce que c'est universel, on retrouve la lutte contre le sexisme, on retrouve comment est-ce que les femmes peuvent être brimées, entravées dans leur liberté de choix, la question de la mobilité, et finalement, on se retrouve sur les fondamentaux, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et du coup, je me suis sentie, au moment de la retraite en plus, j'ai eu vraiment envie de me consacrer à temps plein, et je dirais vraiment en temps sur plein, sur ces questions des droits des femmes, et de pouvoir aussi transmettre, parce que c'est le rôle aussi quand on a mon âge, et de pouvoir transmettre l'expérience qu'on a eue. D'accord. Et de créer, par exemple, ces réseaux d'associations interprofessionnelles. Oui, ça c'est très important, parce que finalement, on crée des réseaux. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux, mais il y a 20 ans, on était assez pionniers. Il y avait beaucoup moins de réseaux, mais on crée un réseau au sein d'une entreprise qui est un peu une sorte de plateforme, en fait, qui permet je dirais, d'échanger, d'avoir une plateforme hors hiérarchie, qui donne aussi des idées, qui est très force de créativité, qui d'ailleurs, c'est un très bon moyen pour la direction d'avoir des bonnes idées sans payer de consultants. Donc ça, c'est aussi souvent, il facilite en effet la création de ces réseaux. Et puis surtout, il y a cette idée, vous parliez de sororité, il y a l'idée de se rapprocher d'autres réseaux, d'autres entreprises, par exemple, qui ont les mêmes difficultés, donc on partage les bonnes pratiques. Et puis là, je dirais, au fur et à mesure, ça s'étend. Et donc, avec ce collectif, c'est vraiment l'exemple on est avec le planning familial, avec la Fondation des femmes, avec vraiment d'autres univers, et on travaille ensemble, et on apporte chacune notre pierre à l'édifice, parce qu'on a des expertises très
très différents. C'est cette diversité qui est vraiment une source de richesse. Idem, il y a aussi un autre collectif qui est là et plus récent, qui va fêter ses 3 ans et qui réunit des réseaux publics et privés. Vous savez, dans la fonction publique et dans le privé. Et là, c'est pareil. On travaille sur, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique? Parce que vous savez, par exemple, dans le domaine professionnel, l'index Pénicaud, il était appliqué d'abord dans les entreprises privées, mais donc évidemment, voilà, l'index sur l'égalité salariale. Voilà. Ça, c'est quand même important, parce que quand on parle des droits, c'est la base. C'est que l'index Pénicaud. Et donc, qui a été donc fait du temps de Muriel Pénicaud, et donc qui est un outil en fait, qui est au service finalement des entreprises, et à la fois au service, mais aussi une contrainte, une obligation qui leur permet évidemment d'analyser un petit peu où est-ce qu'ils en sont en termes d'égalité salariale et de surtout les contraindre. Est-ce qu'il y ait une égalité salariale? Est-ce qu'il y ait des... Ça marche? Ça marche, oui, parce que vous savez... Après 20 ans d'expérience sur ces questions-là, s'il n'y a pas de contraintes et d'obligations, si on attend que ça se fasse naturellement, on ne va pas y arriver. Donc, toutes les études le montrent. Donc, il faut passer par les quotas. Le conseil d'administration, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a permis de passer de 10% de femmes dans les conseils d'administration à 45%, parce que en 10 ans, certes, mais bon, on les a obligés. Et à partir de là, finalement, l'obligation. Et après, ils se rendent compte que c'est quand même intéressant d'avoir des femmes dans un conseil d'administration. Et là, il y a la loi de Marie-Pierre Rixain, donc qui a été votée en décembre dernier et qui comprend, entre autres, ce même type, je dirais, de cheminement et puis de quotas qui va obliger les entreprises à avoir 30% de femmes dans les 5 ans et 40% dans les 8 ans au niveau du comité exécutif des instances dirigeantes. Parce qu'autrement, si on n'oblige pas, on se retrouvera toujours avec quand même le pouvoir est difficile à être partagé, vous voyez. Et d'après vous, pourquoi ça leur fait peur? C'est pas ça leur fait peur, c'est qu'en fait, regardez, alors nous avons fait pour le Haut Conseil, l'un de mes premiers rapports, ça a été avec la commission parité, ça a été sur la parité en politique. Et là, je me suis rendu compte, en effet, que le constat était clair, c'est que s'il n'y avait pas la loi sur la parité, on aurait très peu de femmes en politique. C'est finalement la loi qui a permis aussi de passer de 10% de femmes dans les assemblées à aujourd'hui 37%. On n'est qu'à 37%, on n'est pas encore à 50%. Mais c'est pourquoi nous avons fait un constat très clair on a bien avancé, bien progressé, mais là, maintenant, il faut aller à nouveau à un acte 2 de la parité et permettre en politique en effet, à la fois, il faut créer les conditions de l'exercice du pouvoir qui ne soit pas essentiellement masculin, que l'exercice du pouvoir il soit fait par des femmes et des hommes. Donc, il faut plus de femmes en position de pouvoir. Même au gouvernement changer. Au gouvernement, bien sûr. Alors, on a une femme première ministre, on a une femme présidente de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand même une avancée très significative. Et et au-delà du symbole. C'est quand même, c'est le résultat aussi, je dirais, de cette politique qui a été menée sur la parité, mais ça ne suffit pas. Et donc, nous avons fait un certain nombre de recommandations, à la fois des recommandations très techniques et dures d'obligation, d'avoir des binômes, d'avoir un scrutin binominal au législatif, c'est-à-dire d'avoir un homme, une femme, de façon obligatoire. Et puis aussi des formations et on peut dire des recommandations souples. Et ça, pour revenir à votre question, c'est de se dire, en fait, avoir justement créé un environnement non sexiste. Parce que finalement, on en revient toujours au sexisme. Vous savez, en politique, regardez toutes les réflexions dont souffrent les femmes politiques. Je dirais là, il n'y a pas les garde-fous comme en entreprise. Alors, ils ont quand même... ça, c'est dingue quand même. C'est eux qui votent les lois. Et justement, c'est sans limite. Là, il y a un problème quand même. C'est vrai que nous souhaitons, nous avons demandé à ce que la parité soit en fait un droit fondamental et non pas simplement un objectif. Et du coup, l'une des recommandations, c'est qu'il y ait par exemple une instance indépendante, transpartisane, qui soit au-delà des partis, qui puisse évaluer et voir tous les problèmes justement de violences sexistes ou autres. Parce qu'on voit bien que les partis politiques, on a dessiné tous les partis politiques, on voit bien que les partis politiques ont un peu de mal à gérer ce type de répression. Donc il y a des affaires, en effet, que tout le monde connaît. Voilà. Alors, on va passer peut-être à la vidéo de Tiffany
quand on parle à l'écriture en parlure inclusive ou carrément comme moi, parce que moi je fais encore une autre proposition parce que moi j'ai aussi une dimension artistique, donc quelque part je fais ce que je veux avec mes cheveux, et une peintresse choisit ses couleurs et moi je choisis mon vocabulaire, une chefesse en cuisine choisit ses saveurs et moi je choisis ma grammaire. Donc quelque part quand on est autrice, quand on est artiste, on a aussi cette latitude. Et donc, je fais exprès de tout féminiser dans mes spectacles ou dans mes livres pour montrer, déjà élargir des horizons de création parce que c'est belle et que c'est intéressante. Et d'autre part, pour montrer à quel point d'habitude tout est masculinisé et que en fait, la langue structure la pensée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé que le masculin l'emportait, avec comme seule justification unique que le masculin est le genre le plus noble. Eh oui. Ah oui, oui. Alors, mais elle a tout à fait raison, parce que c'est comme ça que le féminin est complètement invisible. Donc Est-ce que la langue structure la pensée? Oui, la langue structure la pensée. Et puis, et même en termes de modèle, c'est vrai que si les femmes, et malheureusement, il y a encore des femmes qui ne veulent pas féminiser leur titre, parce qu'elles trouvent que directeur général ou que président, c'est mieux que directrice générale ou présidente. Donc on se bat encore aujourd'hui. Et ça, c'est quand des femmes qui sont au pouvoir, elles ont un rôle modèle absolument énorme. Oui. Et du coup, il faut absolument qu'elle féminise les titres. C'est vraiment la base. Est-ce que c'est Madame le juge ou Madame la juge? Ah ben non, c'est Madame la juge. Je vais vous citer même, normalement, c'est par exemple Madame, au niveau de la justice, elles ont un peu de mal d'ailleurs. Oui. Mais normalement, par exemple, on dit la bâtonnière. Enfin, alors on dit le bâtonnier, mais en fait, il faut dire Madame la bâtonnière. Enfin, alors c'est vrai qu'il y en a, mais non, ça écorche les oreilles, etc. Mais non, tout simplement, c'est de pouvoir reconnaître qu'il y a des femmes. Et c'est vrai que voilà, derrière ce métier-là. Et c'est pas parce que c'est au masculin que c'est justement plus noble, comme vous le disiez, ou plus, je dirais, ou plus important. Mais et là, je fais un appel aux femmes. Je disais, quand vous êtes en position de pouvoir. Essayez, même si vous le faites pas pour vous, mais faites-le pour les nouvelles générations, parce que autrement elles vont se dire, tiens, ah bah oui, elles verront toujours, et même une femme qui est arrivée, mais en fait elle va prendre le costume du pouvoir en fait, et c'est ça le modèle masculin. Et donc j'espère qu'avec plus de femmes à la tête un peu partout, que ça soit dans l'art, dans les théâtres, dans les entreprises, en politique, au fur et à mesure, elles changent un peu la façon quand même d'avoir du pouvoir, parce que là on est quand même sur cette question-là, et c'est là où justement le sexisme est encore plus, peut être encore plus difficile à cerner, parce que finalement il peut être très insidieux. Et du coup, je crois qu'il faut rien lâcher, et même sur les détails, c'est très important. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Tiffaine. Je trouve ça en effet très amusant qu'elle féminise tout. Oui. Mais il y a de grands débats. Alors il faut pas trop vraiment l'écriture inclusive. Moi, je sais, je l'utilise. Pour moi, c'est trop compliqué. Souvent. Mais c'est un peu compliqué. J'y arrive pas. Mais c'est surtout le fait de se dire, on s'adresse à un public qui est un public, il y a des femmes et des hommes, et on veut refléter en fait la société. Et donc ça, c'est vraiment important. Et il y a des symboles qui sont forts en fait. Oui. Et alors tout à l'heure, on a vu donc Lucille Pétavin qui parlait. Alors, elle a écrit un ouvrage qui est factuel sur le coût de la virilité. Le coût de la virilité, oui. Et donc, mais qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Le coût de la virilité, mais en fait, justement, elle a analysé en partie, par exemple, toutes les violences, tous les crimes qui ont été faits, les délits, etc. En fait, je donne cet exemple, c'est en fait quand même plutôt par les hommes. L'univers carcéral, si vous regardez, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est pas du fantasme féminin. Non, c'est pas du fantasme, mais c'est la réalité. Donc faits. c'est quand même un coût, c'est le coût pour la société, fait que s'il y avait moins de violence, s'il y avait un comportement qui soit plus respectueux entre les hommes et les femmes, et finalement peut-être que la société dépenserait un peu moins d'argent. J'en viens à une autre question. Est-ce que c'est une question d'éducation? Le sexisme aussi. Bien sûr, c'est une question d'éducation. Il y a d'ailleurs une loi qui oblige l'éducation nationale à faire des cours. Je crois que c'est 3 séances par an, des cours d'éducation sexuelle, et qui ne sont pas faits parce que les professeurs ne sont pas formés. D'éducation sexuelle? Oui, d'éducation sur le genre, même, sur savoir qu'est-ce que c'est, notamment sur les questions du consentement, etc. Avec toutes les violences qui sont aujourd'hui perpétrées, avec tous les risques auxquels sont exposés nos
notamment nos enfants avec le numérique. Ah oui, Là, nous sommes en train de préparer un rapport aussi au Conseil sur la pornographie. Bon, là, c'est un autre sujet. Vous pourrez en faire un sujet une prochaine fois. Et je pense que l'éducation, alors certes, l'éducation nationale a son rôle à jouer, mais c'est pas que l'éducation nationale, c'est les parents. Dans l'orientation, moi, ma bataille, c'est d'inciter les filles à aller dans les sciences, dans la tech, parce que c'est quand même les métiers d'avenir, c'est très rémunérateur et c'est des carrières formidables. Écoutez ça, les filles. Écoutez ça. Franchement, c'est une championne. Alors, suivez ses conseils. Et surtout, c'est pas une fatalité de penser que les filles ne s'intéressent pas à la tech, parce que vous allez en Chine, justement. Moi, j'ai été en Chine très souvent. Vous allez en Inde, vous allez au Moyen-Orient, vous avez plein de femmes qui sont dans ces filières-là, parce que les métiers sont moins genrés. C'est-à-dire il y a un sexisme. Je dis pas que la situation des femmes est meilleure, c'est pas le cas, mais sur le plan des métiers, il y a une éducation qui fait que une fille ou un garçon va être orienté de façon à peu près égalitaire dans les différents métiers. D'accord. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas ces blocages et ces résistances que nous avons. Donc c'est vrai que à la base, c'est l'éducation et c'est la prise de conscience de chaque homme et de chaque femme et des hommes aussi, parce que ça c'est vraiment important. La prise de conscience des hommes qui doivent être, nos alliés dans cette bataille, parce que c'est une bataille pour la société et pour le bien vivre dans la société. D'accord. Et alors, où est-ce que, comme vous avez beaucoup voyagé, comment ça se passe à l'étranger ? À l'étranger ou à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de pays. Moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance d'aller dans des pays où parfois on peut se dire, est-ce que la place des femmes est vraiment importante ? Il y a avec une culture parfois bien spécifique. J'ai été en Afrique et là j'ai rencontré des femmes absolument extraordinaires et qui dans les villages, par exemple, avaient tout à fait un pouvoir très important. J'ai été en Égypte, mais il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, où là j'ai aussi rencontré des femmes absolument remarquables, et au Mexique aussi, et peut-être dans les pays avec une culture parfois qui a l'air d'être plutôt dominée par les hommes. Finalement, les femmes, je dirais, quand elles sortent, je dirais, du lot, elles sont absolument extraordinaires. Elles ont je dirais, cette puissance de changer les mentalités et de faire basculer les montagnes. Et moi, j'ai beaucoup appris avec ces femmes-là, et j'ai commencé d'ailleurs un peu dans les réseaux féminins, et avant même de rentrer en France et après d'intégrer ces réseaux dans lesquels j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé avec ces femmes qui étaient d'ailleurs c'était en Égypte, il y a eu les premières associations féministes, c'était en Égypte. Alors aujourd'hui, malheureusement, ce pays a basculé et a changé, mais à mon époque, c'était un pays encore très libre et où les femmes pouvaient vraiment s'exprimer, faisaient absolument des brillantes carrières à l'université, par exemple. Ah oui, c'est fou. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'égalité femmes-hommes ? Je crois que d'abord il faut, je dirais, c'est voir dans son écosystème. Bon, déjà dans sa famille, si on a des enfants, des petits-enfants. Moi, j'ai la chance j'ai eu 3 filles, et puis donc j'ai 7 petits-enfants, des filles et des garçons. Et du coup, c'est très intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on va, je dirais, éduquer. Est-ce qu'on va vraiment donner les mêmes opportunités aux filles et aux garçons ? Est-ce qu'on va pas avoir des biais inconscients Je vais vous raconter une anecdote, parce que je l'ai déjà dit de façon publique, parce que c'est très amusant de voir, moi qui suis une féministe engagée depuis de longues années, la première fois que j'ai eu donc un petit-fils, et j'étais très contente, évidemment, moi qui n'avais eu que des filles, c'était un petit garçon, et pour ses 1 an, vous savez ce que je lui ai offert ? Une voiture rouge. Et vraiment, et je m'en suis même pas rendu compte. Et l'autre grand-mère, qui elle est professeure des écoles, et que je dirais, elle fait bien son métier, mais elle n'est pas comme moi d'aller haranguant sur les plateaux, sur les questions du féminisme. Elle est arrivée avec une dinette. Je veux dire, j'ai pris une claque. Hein. Et aujourd'hui, j'offre une dinette à tous mes petits-fils. Mais ceci étant, ça prouve que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience, faire en sorte que dans son environnement, il faut pas être hystérique, mais faire conscience de dire, oui, il y a quand même un problème. Hein, et il y a des choses sur lesquelles on peut absolument faire changer les mentalités. Ça commence par sa famille, après tous les cercles. Et puis quand on est dans une entreprise, il y a beaucoup de femmes qui se battent pour l'égalité salariale. C'est très important. Quand on est
quand on milite sur le droit à l'avortement, il y a eu énormément de mobilisation de la part des associations féministes. On parle de pétitions, on est satisfait que le Sénat, je dirais, ait pu voter, même si le terme, il passe de liberté à droit, et ça, c'est quand même... Et qu'est-ce que ça change? Ça change que quand c'est un droit, c'est un droit. Enfin, je veux dire, c'est quand c'est inscrit comme un droit dans la Constitution, c'est pas inscrit comme une liberté parce que il peut y avoir, c'était la liberté d'avorter. Donc, et en fait, ça peut être confronté à la liberté du médecin de ne pas faire d'avortement. Ah oui, aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le terme de liberté, donc c'est vrai que le terme de droit, je dirais, permettait de garantir beaucoup plus ce droit à l'IVG. Ceci étant, c'est des compromis. De toute façon, la politique, c'est une affaire de compromis. Oui. Et le Sénat, cet amendement a été voté pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage. Et c'est très important qu'aujourd'hui, maintenant, la prochaine étape, ça va être, est-ce qu'en effet, c'est le gouvernement qui va reprendre la main pour en faire un projet de loi? Est-ce qu'on va vers un référendum? Mais un référendum, ce serait peut-être bien. Oui, ce serait bien si c'est pas parce qu'on sait que 80% de la population votera oui, sauf si c'est après rattrapé sur le plan politique. Donc on préférait que ça passe comme un projet de loi et parce que en fait c'est pour préserver ce droit. Et ce qui est terrible, c'est d'être obligé de se retrouver dans une situation comme celle-ci parce que justement dans d'autres pays, ce droit a reculé. Donc c'est oui, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui, alors cette instance, le Haut Conseil à l'égalité a été créé il y a 10 ans. Et c'est vrai que ça a un rôle finalement de vigie et d'aiguillon. Vous savez, à la fois on fait des rapports sur différents sujets, on émet des recommandations auprès du gouvernement. Après, qu'ils vont appliquer ou pas. Enfin après tout, on est une instance de conseil, mais aussi une instance d'aiguillon. Et qui est indépendante du gouvernement. Qui est indépendante, mais qui relève quand même des services du Premier ministre. Quels que soient les gouvernements qui passent. Oui, alors ça a été créé en fait du temps de Hollande, mais c'est une instance indépendante. Donc, donc ça fait 10 ans, on vient de fêter les 10 ans du Haut Conseil. Et c'est vrai que sur ces 10 ans, et là donc la présidente est Sylvie Pierre-Brossolette, et vous avez vu tout le battage médiatique a été fait justement parce qu'il y avait des chiffres sur le baromètre sur le sexisme qui étaient quand même vraiment alarmants. Et donc là, vraiment, le Haut Conseil a joué son rôle à la fois d'alerte, en disant attention, le sexisme finalement est persistant. Les progrès que nous faisons, que nous voyons, en fait, là, les progrès sont encore à revoir. Et il faut absolument mettre en place toute une série. Donc il y a toute une série de recommandations, dont justement la journée nationale. Et surtout, on est allé aussi dans les régions, ça c'était important pour pas que ça reste parisien, pour aussi pouvoir discuter avec les associations. On était à Lyon, à Strasbourg, à Saint-Denis. Et en fait, c'est une instance qui a ce rôle. Là, il va y avoir ce rapport très important sur la pornographie. Et moi, je lance là la semaine prochaine avec mes collègues qui sont coprésidents, Marianne Bernard et Xavier Alberti, coprésidents de la commission stéréotypes. On lance un rapport sur le numérique, justement les femmes et le numérique. Très bien. À la fois la représentation des femmes sur le contenu, donc du numérique, et les femmes dans la filière. Et là, ce sera un rapport. Alors, c'est toujours le même principe. On auditionne les experts. On va auditionner les plateformes aussi. D'accord. TikTok, Facebook, toutes les plateformes pour voir quelle est la représentation des femmes sur le contenu. Et à partir de là, on émettra aussi des recommandations parce que je crois que là, la question de la non-féminisation des métiers de la tech, notamment avec l'intelligence artificielle, là, c'est quand même vraiment un enjeu pour le futur. C'est en France que c'est en France. Alors, mais c'est là, l'instance, elle est nationale, donc c'est sur le territoire français, mais on va s'appuyer sur des exemples aussi à l'étranger. Oui, voilà. Car de toute façon, quand on parle des plateformes, on peut réguler au niveau français, mais on sait bien que de toute façon, il faut que ça soit après au niveau européen et au niveau international. Donc, nos recommandations dépasseront évidemment les frontières françaises. Voilà, en s'inspirant peut-être de ce qu'il y a à l'étranger. Absolument. Voilà, Absolument. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir Ensemble contre le sexisme? Ensemble contre le sexisme, en fait, c'est, je dirais, continuer à élargir, parce que maintenant, comme ça va être la journée nationale, on a déjà, je dirais, chaque année, on a plus de personnes qui nous suivent, mais c'est important, justement, par le biais de Cavalier. Une de plus avec aujourd'hui. Voilà, une de plus avec aujourd'hui. Et d'avoir, en effet, je crois que c'est un combat, je dirais, permanent, et de pouvoir parler de ce que nous faisons, et puis surtout de travailler
travailler ensemble. On peut très bien imaginer pour l'année prochaine qu'il y ait quelque chose de spécifique pour la journée nationale que vous puissiez organiser, puisque c'est vraiment important, et surtout de déceler toutes les formes de sexisme dans tous les secteurs. Et donc, on essaie, nous, d'avoir un collectif qui représente vraiment depuis la justice, l'université, enfin tous les secteurs représentés. Mais je pense qu'avec la journée nationale, on va passer vraiment à une étape supplémentaire de prise de conscience, de dire c'est un fléau en fait national, et il faut absolument lutter contre ce fléau. Et jusqu'à maintenant, c'était pris en compte par les entreprises qui commençaient à mener un certain nombre de rapports, enfin de pratiques, de formations. Mais vous voyez, les politiques, par exemple, ils n'ont pas de formation obligatoire contre le sexisme. Mais là, il faut le faire absolument. Là, je pense qu'en effet, ils pourraient. Ils en ont besoin, c'est ça. Je crois que c'est clair. Donc voilà, donc c'est vrai, ce que vous pouvez faire pour nous, c'est continuer à voir ce que fait le collectif, et surtout à inscrire le sexisme, en fait, parmi, je dirais, les obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ok, merci beaucoup.